Voici le troisième volet que le dessous des cartes consacre à la politique étrangère américaine. Le premier volet portait sur la formation du territoire américain, soit le XIXe siècle. Le second volet sur la logique des interventions extérieures, nous étions au XXe siècle. Eh bien, dans ce troisième numéro, nous allons tenter de comprendre si l'attaque du 11 septembre a changé les axes de la politique étrangère américaine. Cette fois, nous sommes donc au XXIe siècle. Voici une carte des États-Unis. C'est un pays de 9,5 millions de kilomètres carrés, qui a 285 millions d'habitants. C'est un pays très jeune. Il est indépendant de la couronne d'Angleterre depuis environ 200 ans. Mais c'est aussi un pays très protégé, puisqu'il a eu la chance de ne connaître que 4 fois la guerre sur son sol. Guerre contre les Anglais, lorsque les 13 colonies fondatrices déclarent leur indépendance en 1776. Destruction de Washington par l'armée britannique en 1814. La guerre de sécession de 1861 à 65, qui opposait les États fédérés du Nord aux États esclavagistes du Sud, c'était une guerre civile. Et puis enfin, le 11 septembre 2001. D'où cette perception nouvelle des citoyens américains, celle d'être attaqués et celle d'être vulnérables. Passons à une échelle mondiale. Pour répondre à une attaque, il faut identifier l'agresseur, puis le localiser. Or, si l'on regarde une carte du monde post-11 septembre, on se trouve devant un cas de figure où l'ennemi n'est pas localisable. Ses positions ne sont pas cartographiables. Ici, l'ennemi n'est pas un État, encore moins une armée. On est dans un schéma stratégique assez nouveau, celui d'une guerre déterritorialisée, où l'ennemi n'a pas de territoire, ou bien plusieurs. En somme, la nouveauté, c'est que la géographie ne sert plus à faire la guerre. Nous sommes là face à un réseau de terroristes, se disant de mouvance islamiste, et qui légitiment ces actions au nom d'une guerre sainte anti-occidentale. On doit donc clairement distinguer le terrorisme d'Al-Qaïda des mouvements palestiniens ou tchétchènes, car leurs actions ne visent pas les intérêts occidentaux en général, mais ceux de leurs ennemis, israéliens pour les premiers, russes pour les seconds, dans le cadre de conflits d'identité et de territoire, juridiquement circonscrits et négociables. Les attentats d'Al-Qaïda se sont portés à New York et à Washington, donc le 11 septembre 2001, déjà sur le World Trade Center en 1993, au Kenya, en Tanzanie, au Yémen, en Tunisie, au Pakistan, sur un pétrolier français au large du Yémen, à Bali, plus tous les attentats déjoués à l'avance que l'on ne connaît pas. Dès lors, quelle réponse? Sur quel champ de bataille? Puisqu'il n'y a ni champ, ni bataille, ni négociation. Tentons de cerner la stratégie américaine. Elle est faite d'attaque et de défense, c'est-à-dire d'interventionnisme et d'isolationnisme, ce qui est somme toute assez classique dans la politique américaine. D'abord l'interventionnisme. La première réponse au 11 septembre porte la guerre en Afghanistan, là où se trouve l'agresseur présumé, un Saoudien nommé Oussama Ben Laden, bien connu de la CIA, qui l'a formé dans les années 80 à se battre contre les Soviétiques. Alors si l'opération en Afghanistan est politiquement un succès, avec la chute du régime taliban et l'installation d'un régime ami à Kaboul, il est en revanche très moyen sur le plan militaire, puisque ni le Mollah Omar ni Ben Laden n'ont été retrouvés. Ensuite, identification des menaces potentielles. Les États-Unis ont déclaré qu'il existait dans le monde un axe du mal, constitué par la Corée du Nord, l'Iran, l'Irak, on note d'ailleurs que le Pakistan n'est jamais nommé, et ces pays auraient des moyens de destruction massifs, nucléaires, chimiques, bactériologiques, avec des intentions politiques belliqueuses. Mais contrairement à l'empire du mal dont parlait le président Reagan à propos de l'Union soviétique, et contrairement à l'axe formé pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon militariste, les pays de l'axe du mal n'ont pas de coordination stratégique ni d'objectifs convergents. Ils ne forment pas de coalition organisée, contrairement à ce qu'induit le terme d'axe que le président Bush n'a pas choisi évidemment par hasard.
Alors pour répondre à ce risque d'attaque nucléaire ou chimique, les États-Unis tentent de réaliser le vieux rêve de l'invulnérabilité. Pour cela, ils construisent un bouclier antimissile qui couple détecteurs et intercepteurs de missiles qui, d'ici 2015, devrait être positionné en Nouvelle-Angleterre, à Cape Cod, dans le Dakota du Nord, en Alaska, à Fort Greely et à Shemya, à Beale, en Californie, à Hawaï, à Thule Air Base, au Groenland, à Flying Dell, en Angleterre, et en Corée du Sud. Ce bouclier est la suite technologique et politique de la guerre des étoiles, lancée dans les années 80. Il s'agit d'intercepter en vol les missiles lancés vers le territoire américain et vers ce territoire uniquement. C'est la deuxième caractéristique de la politique étrangère américaine, l'isolationnisme. Mais on touche là à certaines limites de la stratégie américaine. Face aux armes blanches et aux sacrifices des kamikazes, le bouclier antimissile est de peu d'utilité. Autrement dit, il n'existe pas de solution technologique ou militaire aux violences et aux recherches d'identité. Il faut, pour y répondre, analyser leurs origines, leurs mécanismes, leurs moteurs. Certains sont financiers, d'autres politiques et parfois même psychologiques. Prenons l'exemple évident du Proche-Orient. On connaît l'impasse de la situation entre Israéliens et Palestiniens, et chacun sait bien, au fond, que si cette configuration géopolitique est laissée en l'état, on n'aura pas traité les racines des frustrations, donc des agressions potentielles. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et pourtant, on observe que les démocrates américains s'attaquent plus volontiers aux causes qu'aux seuls effets, tout en restant parfaitement fidèles à leurs alliés de l'État hébreu. C'est sous la présidence démocrate de Carter que sont signés les accords de paix entre Israël et l'Égypte. C'est sous la présidence démocrate de Clinton que sont signés les accords d'Oslo et le traité de paix israélo-jordanien. À l'échelle mondiale maintenant, ce 11 septembre tout de même achève de faire basculer l'adversaire soviétique d'hier en allié russe d'aujourd'hui. Les États-Unis ont besoin de ce nouvel allié énergétique. Ils ont besoin du silence russe sur la présence américaine en Asie centrale ou sur l'élargissement de l'OTAN. Cela vaut silence américain sur la barbarie russe en Tchétchénie. Ce redéploiement énergétique américain s'explique aussi par la position pour le moins ambivalente des dirigeants saoudiens sur le plan politique, mais aussi sur le potentiel de pétrole détenu par l'Irak. Alors pour conclure sur une carte, lorsque l'on constate où se trouvent les zones sensibles à l'échelle du monde, il y a un paradoxe que je voudrais souligner. Les Balkans, le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et même le continent africain qui demeure fragile, eh bien, on voit que c'est l'Europe qui se trouve à proximité de ces zones fragiles. Or, depuis 1990, la part du produit intérieur brut consacrée à la défense par les pays de l'Union européenne a baissé de près de 25% selon les pays. L'écart entre ces deux grandes puissances, États-Unis et Europe, va sur les questions de défense en s'accroissant. Le budget de la défense américain ne va pas cesser d'augmenter d'ici 2007. Et il faut savoir que près de 40% des dépenses de défense dans le monde sont opérées par les États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit pas du tout de s'en réjouir, mais de souligner que c'est tout à fait insuffisant de critiquer systématiquement l'interventionnisme des États-Unis, tant que nous, Européens, refusons de tenir notre rôle de stabilisateur politique à l'extérieur de nos frontières. Alors, si je me résume, isolationnisme, interventionnisme, suprématie stratégique, et puis un unilatéralisme assez net qui se décline par notamment le refus de signer le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, de contrôler les investissements dans les paradis fiscaux, pourtant cet argent est le nerf du terrorisme, de limiter les émissions de CO2, c'est le protocole de Kyoto, de ne pas permettre la création d'une cour pénale internationale, de ne pas respecter les conventions de Genève dans la prison de Guantanamo. Je pourrais ainsi allonger la liste. Tout cela sans doute parce qu'il y a amalgame entre sécurité américaine et sécurité internationale. Cette conception stratégique consiste à repolariser le monde
Il y a ceux qui coopèrent avec les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme et les autres. Il n'y a pas de voie médiane, car il y a, pour les États-Unis, strictement rien à comprendre face à de tels actes. Alors, deux idées pour conclure, pour réfléchir. Cette exaltation de la dimension religieuse et morale, choc des cultures plutôt que choc des idées, est une idée ancienne, elle est fausse, mais elle tire sa force de sa simplicité. Ce non-sens intellectuel devient une réalité historique, le faux devient le vrai. Et puis deuxièmement, nous n'avons pas de leçons à donner et ce n'est pas le moment de se tromper d'adversaire. Les États-Unis savent bien que la prolifération de la criminalité, la pauvreté de masse, le réchauffement climatique, tout cela, ce sont autant de dangers que la posture unilatérale ne permet pas de résoudre, et encore moins l'outil militaire. Mais il faut sans cesse expliquer, et nous ne devons pas laisser les Américains seuls. Passons à une échelle mondiale. Pour répondre à une attaque, il faut identifier l'agresseur, puis le localiser. Or, si l'on regarde une carte du monde post-11 septembre, on se trouve devant un cas de figure où l'ennemi n'est pas localisable. Ses positions ne sont pas cartographiables. Ici, l'ennemi n'est pas un État, encore moins une armée. Il est indépendant de la couronne d'Angleterre depuis environ 200 ans. Mais c'est aussi un pays très protégé, puisqu'il a eu la chance de ne connaître que 4 fois la guerre sur son sol. Guerre contre les Anglais, lorsque les 13 colonies fondatrices déclarent leur indépendance en 1776. Destruction de Washington par l'armée britannique en 1814. Extérieur, nous étions au XXe siècle. Eh bien, dans ce 3e numéro, nous allons tenter de comprendre si l'attaque du 11 septembre a changé les axes de la politique étrangère américaine. Cette fois, nous sommes donc au XXIe siècle. Voici une carte des États-Unis. C'est un pays de 9,5 millions de kilomètres carrés, qui a 285 millions d'habitants. C'est un pays très jeune. La guerre de sécession de 1861 à 65, qui opposait les États fédérés du Nord aux États esclavagistes du Sud, c'était une guerre civile. Et puis enfin, le 11 septembre 2001. D'où cette perception nouvelle des citoyens américains, celle d'être attaqués et celle d'être vulnérables. Voici le 3e volet que le dessous des cartes consacre à la politique étrangère américaine. Le premier volet portait sur la formation du territoire américain, soit le 19e siècle. Le second volet sur la logique des interventions